Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui lance ses enregistrements pour l'année 2022. Aujourd'hui, je reçois à nouveau avec un très très grand plaisir Marine Boyer. Bonjour Marine. Bonjour. Alors Marine, vous êtes déjà intervenue dans notre podcast pour une excellente émission sur une série américaine, une série d'ailleurs musicale, Glee. Je renvoie les auditeurs et auditrices à cet épisode-là que vous pouvez retrouver sur notre site internet histoireensérie.com. Vous pouvez aussi le retrouver sur toutes les grandes plateformes de podcast, sur YouTube et sur Spotify. Alors aujourd'hui, on n'est pas dans une série plutôt musicale, ni d'ailleurs une série de teenagers, on va dire. On va parler d'une série d'espionnage, d'une série d'action, du début des années 2000, c'est la série Alias. Alors Marine, pour vous représenter quand même rapidement, vous êtes enseignante en classe prépa au lycée Michel Montaigne à Bordeaux, enseignante en anglais, et donc vous aimez les séries, c'est pour ça que vous venez nous en parler, c'est très intéressant. Vous parlez beaucoup de l'histoire et de la culture américaine, et donc aujourd'hui vous avez choisi la série Alias, je le disais. Peut-être nous rafraîchir la mémoire pour revoir, je pense que beaucoup d'auditeurs et auditrices ont en tête l'image de l'héroïne, Sydney Bristow, on va en reparler, du générique aussi, c'est quelque chose d'assez important. Alors cette série Alias, c'était quoi entre 2001 et 2006, Marine? Alors la série Alias, alors certes, c'est pas une série musicale comme vous venez de le faire remarquer, mais la musique a son importance quand même. C'est une musique, c'est une série un peu rock quelque part. Si on peut dire. Bon, bref. Donc, en attendant, la série Alias, c'est une série qui a été créée par J.J. Abrams, qui est quelqu'un qui est bien connu maintenant, qui ensuite est à l'origine de la série Lost et qui a réalisé de nombreux films, notamment les reboots de la saga Star Trek et les derniers épisodes de la saga Star Wars. Donc, à l'époque, il était encore un peu en formation, on peut dire. Et puis ensuite, il a vraiment la carrière qu'on lui connaît maintenant. Donc, dans la série Alias, en fait, on suit une jeune femme, donc vous avez signalé, Sydney Bristow, qui est à l'époque jouée par Jennifer Garner, et qui, pour ses amis, pour son fiancé, est une étudiante en littérature à l'Université de Californie et qui, en même temps, a un travail pour financer ses études. Elle est censée travailler dans la finance internationale, donc elle parcourt le monde parce qu'elle a des rendez-vous aux quatre coins du monde. Et en fait, ce métier, c'est une couverture pour son vrai travail, entre guillemets. Elle est, ou en tout cas, elle pense être agent de la CIA. En fait, elle pense travailler pour une branche secrète de la CIA, qui est appelée donc dans la série le SD6. Mais le spectateur, en même temps que l'héroïne, donc en même temps que Sydney, découvre dans le pilote de la série que le SD6 est en fait une organisation terroriste liée à un groupe d'oligarques qui souhaitent contrôler le monde, donc derrière, dans les coulisses, en secret, et qui s'adonnent au trafic d'armes, au trafic d'informations ou au trafic d'influence. Et ce qui est aussi peut-être important de signaler, c'est que la série, c'est un des premiers rôles importants pour Bradley Cooper, qui joue Will, qui est le meilleur ami de Sydney et qui, ça a son importance pour la série, est aussi journaliste. Donc en fait, une fois cette situation de départ posée, on suit Sydney, qui est devenue donc agent double à l'intérieur du SD6 pour le compte donc de la vraie CIA. Et on la suit dans ses missions à travers le monde, pour lequel elle doit assumer différentes identités, d'où le titre de la série Alias. Et donc, en effet, c'est une série d'espionnage qui reprend de nombreux codes de ce genre. Et notamment, on a un personnage assez attachant, assez amusant, le petit génie de la technologie, c'est Marshall, qui fait penser au Q de la franchise James Bond. Alors, ce qui fait qu'Alias est un petit peu spécial, c'est que pour une fois, on introduit au cœur d'une histoire d'espionnage donc une héroïne. Donc le personnage principal est une héroïne. Alors par contre, il faut quand même signaler que c'est une héroïne qui a des attributs très masculins. Elle s'engage physiquement, elle part au combat, elle
fait des arts martiaux, elle est impliquée dans des missions qui sont vraiment à haut risque, et vraiment à égalité avec ses collègues masculins. Elle a des capacités à la fois physiques et intellectuelles qui sont vraiment extraordinaires, qui sont supérieures à celles de ses collègues. Elle est mise en avant régulièrement. Elles sont mises en avant régulièrement, ces qualités-là, pendant les 5 saisons qu'a duré la série. Et donc, en fait, elle rejoint un petit peu ce type d'héroïne un peu protectrice et guerrière, dont qu'on a découvert un petit peu donc, au début du XXe siècle, que sont Buffy Summers donc, dans Buffy contre les vampires, ou Xena la guerrière dans la série du même nom. J'aimerais, Marine, qu'on revienne pour commencer cette émission véritablement sur la date de création d'Alias. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, 2001. Alors, il faut dire aussi qu'Alias est diffusé sur un grand network américain qui est ABC, donc c'est pas aussi par hasard, elle touche cette série beaucoup de monde. Mais 2001, quand on est historien, ou même si on fait attention aux dates dans le grand public, on se rend compte que, bien sûr, c'est la date des grands attentats du 11 septembre. Et là, il y a eu quand même une certaine concomitance ensuite avec la série. Oui, tout à fait. Ce que vous signalez, que ce soit diffusé sur ABC, ça a son importance, notamment pour l'époque, puisqu'on n'est pas encore à l'époque des grandes plateformes qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, ce qui passait dans les chaînes classiques était suivi par beaucoup de monde à cette époque-là. Et évidemment, 2001, on ne peut pas, surtout dans une série d'espionnage, ne pas s'interroger un petit peu sur ce contexte-là, avec évidemment les attentats du 11 septembre, sachant qu'en plus, le début de la diffusion de la série, c'est à la fin de ce mois de septembre 2001, donc on est vraiment dans un contexte ultra sensible, avec évidemment les questions de sécurité intérieure qui sont dans tous les esprits. Il faut se rappeler donc ce climat-là, et aussi d'un climat où les attentats sont quand même, alors c'est peut-être pas le sujet de conversation initiale, mais ils sont quand même un exemple d'échec assez frappant des services de renseignement, et assez rapidement, le manque de communication entre les différents services de renseignement américains, et aussi un peu le manque de transparence sur leur action, sont quand même pointés du doigt. Donc c'est vrai que la diffusion d'Alias, elle aurait pu être problématique dans ce climat-là, mais il s'avère qu'en fait, elle n'était pas la seule, puisque en septembre 2001, c'est aussi la série 24 qui sort au même moment. Et au final, ça n'a pas tant posé de problème que ça, au contraire même, puisque les audiences ont été très très bonnes pour les deux séries, qui ont plutôt profité de l'ambiance patriotique de l'époque. Et il y a aussi une différence importante entre 24 et Alias, c'est que 24 a intégré très très vite la réalité post-11 septembre dans son scénario, alors qu'Alias, dans Alias, on va se contenter de vagues références de type je n'ai pas besoin, un personnage qui va dire quelque chose comme je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point le contexte est sensible, le contexte est tendu, lorsqu'un membre de la CIA doit partir en mission au Moyen-Orient, ou ce genre de référence. Donc, ce n'est pas nié en tant que contexte, mais ce n'est pas non plus du tout, vraiment très peu, un ressort scénaristique. En fait, les ressorts narratifs de la série sont plutôt marqués par le contexte de fin du XXe siècle. En même temps, elle est sortie en 2001, c'est pas non plus un reproche qu'on peut lui faire, avec plutôt des références, alors certes, à la menace terroriste, mais avant tout à des logiques de fin de guerre froide. Alors, à commencer par la situation familiale de Sidney, qui découvre donc à la fin de la saison 1 que sa mère, qu'elle croyait morte et qu'elle croyait professeure de littérature elle aussi, était en fait encore en vie, non seulement encore en vie, mais qu'elle était en plus une espionne du KGB. Donc infiltrée aux États-Unis pour en fait récupérer des informations auprès du père de Sidney, qui est lui aussi agent de la CIA, mais ça se découvre aussi au fil de la série. Une géopolitique donc qui est très fin, 20e siècle, vous le dites bien, post-guerre froide, qui se termine, on l'a dit, avec la fin du BRSS en 1991, mais on continue, en tout cas dans ce monde qui désormais est devenu multilatéral. Dans les séries, en tout cas américaines, on continue souvent à désigner comme ennemi, puisque on n'a pas encore tout à fait, vous l'avez dit, le contexte du 11 septembre, on n'a pas encore tout à fait le contexte du terrorisme, donc on continue à désigner la Russie avec le KGB comme principal ennemi. Et ce
qui est très intéressant ici, c'est que les showrunners d'Alias ont réussi à intégrer cette géopolitique importante, principalement donc américano-russe, en mêlant des intrigues familiales. Oui, tout à fait. L'intrigue d'Alias, elle pourrait être liée uniquement à des questions de géopolitique et d'espionnage à travers le monde, mais en fait, elle est aussi finalement largement familiale. On y retrouve même certains ressorts un peu classiques dans les soap operas avec les trahisons familiales, les tromperies qui sont découvertes plus tard. D'ailleurs, dans la saison 4, on aura la découverte d'une demi-sœur cachée de Sydney. Donc voilà, on est vraiment quand même, par certains aspects, un peu loin des intrigues classiques du monde de l'espionnage. Donc c'est vrai qu'il y a un petit mélange des genres ici qui se comprend aussi parce que Sydney, en fait, quand elle va au travail, ça ressemble un petit peu à une réunion de famille. Puisqu'au fil des saisons, elle part en mission tour à tour avec ses parents, sa tante, qui est la sœur de sa mère, donc, qui est elle aussi une ancienne espionne, une ancienne agente pardon, du KGB, son conjoint, qui est lui aussi donc, agent de la CIA, et son meilleur ami qui au départ est journaliste et qui enfin ensuite devient analyste pour la CIA après qu'il a failli être éliminé par le SD6. Donc elle a dû l'inclure dans son monde d'espionnage. Et donc le pilote de la série, il établit dès le début ce lien assez fort entre la vie personnelle, en tout cas les personnes qui composent la vie personnelle en tout cas l'entourage personnel de Sydney et sa vie professionnelle, puisque en fait le pilote, l'intrigue est située est concentrée sur le fait qu'elle révèle son appartenance au SD6 à son fiancé, donc dans le pilote, qui s'appelle Danny dans le pilote, et en fait en révélant son identité d'agent ce qu'elle croit être la CIA, eh bien, elle rompt une règle qui lui a été édictée quand elle est rentrée au SD6. Et par conséquent, Danny est donc assassinée par le patron du SD6, le personnage de Arvin Sloan, qui est très important dans la série. On en reparlera sûrement. Et ce dernier, en plus, il a jusque-là joué un peu le rôle de père de substitution pour Sydney, qui, au début de la série, a une relation très, très compliquée avec son père, qui est largement absent. Et pour Sydney, son père, lui aussi, travaille dans la banque ou la finance. Elle ne sait pas à cette époque-là que son père était à la CIA. Donc, en fait, la première saison, et même ce pilote, insiste beaucoup sur les problèmes qui découlent de la nécessité pour Sydney de garder le secret sur son travail afin de protéger ceux qui lui sont chers. On voit que ça lui coûte, mais que par contre, voilà, c'est une nécessité dans le monde dans lequel elle vit. Alors on peut peut-être estimer que c'est une espèce de métaphore pour justifier, pourquoi pas, le flou ou le secret autour de certaines activités de la CIA au nom de la protection des citoyens américains. Vous venez de l'évoquer, Marine, quelque chose de très important. J'aimerais que vous développiez maintenant cet aspect-là. C'est l'idée que dans la série, on est face à des figures parentales vraiment très, très complexes. Vous l'avez dit, le père de Sydney et surtout sa mère, qu'elle croyait morte, qui est en fait une agent du KGB infiltrée, ces fameux agents dormants. Ça renvoie aussi d'ailleurs à une autre série qui est sortie plus tard, qui est The Americans, cette idée que les soviétiques avaient infiltré, et on retrouve ça dans plusieurs séries, des centaines d'agents dormants aux États-Unis pour être prêts en cas d'un éventuel conflit. Alors, ces figures complexes, est-ce que vous pourriez nous les analyser, Marine? Oui, évidemment. Alors, on est sur des parents qui sont très mystérieux, qui ne sont pas présents dans la vie de Sydney et qui vont, au fur et à mesure de la série, donc prendre de plus en plus d'importance. Alors, les parents de Sydney, ils étaient donc mariés, ils ont eu Sydney ensemble, et à l'époque, donc le père était agent de la CIA et la mère était, comme vous le disiez, agent du KGB infiltré. Et au fil des saisons, avec le retour de la mère de Sydney, avec le fait que
l'implication du père de Sidney dans la CIA va être aussi, lui, dévoilée, ben, on va se retrouver avec Sidney qui va se retrouver un peu dans la position compliquée d'une enfant de divorcée, mais alors en plus avec des allégeances très compliquées à gérer. Et les deux parents vont avoir un rôle très important dans la série, et on va voir Sidney qui va être très, très embêté et qui va devoir essayer de démêler le vrai du faux sur le passé et même le présent de ses parents, et surtout que les deux essayent de gagner la confiance de Sidney, et que tous les deux, bien qu'ils soient très antagonistes, clament agir dans le but de protéger Sidney. Donc, il y a une vraie notion de crise de confiance, de comment est-ce qu'on fait pour faire confiance à quelqu'un, et on est au cœur de la notion de sacrifice pour Sidney, parce que très souvent, elle doit sacrifier soit la confiance que ses parents mettent en elle, ou elle doit se rendre compte que elle vit de fait dans un monde où faire confiance, c'est très compliqué. Et on met en avant, en fait, je pense, le fait qu'un agent de renseignement doit sacrifier beaucoup de choses, famille notamment, au service de sa nation. Ce qui est un peu intéressant aussi, c'est dans le personnage de la mère de Sidney, qui s'appelle Irina dans la série. Ce personnage, il est vraiment important, c'est un des personnages favoris des fans de la série. Elle est vraiment représentatif du fait qu'on peut être tenté de sortir du droit chemin, de suivre quelqu'un qui a l'air comme ça mystérieux, intéressant. Elle est tentatrice un peu, cette mère, et elle tente à plusieurs reprises de convaincre sa fille de se libérer de ses devoirs, alors envers son père, mais aussi indirectement envers son pays. Donc on peut voir ce côté un peu exotique là, de la mère qui représente un chemin dangereux, mais intéressant. Et le père, lui, donc, qui est une espèce de métaphore de l'Amérique, quelque part, il est au début distant, il est mystérieux, il est assez dur, il est assez intransigeant dans ses relations avec sa fille. Mais au final, malgré tout ça, malgré toutes ces défauts qu'on pourrait lui donner, il reste en fait le garant de l'ordre établi, quelque part de la lutte pour le bien, quitte à lui aussi faire quelques détours en termes de morale et d'éthique, puisqu'à de nombreuses reprises, le père de Sidney, donc Jack, il va avoir des recours à des actions illégales, parfois à la torture, parfois il va assassiner des gens. Mais clairement, l'objectif ultime, c'est de protéger sa fille et par extension son pays. Donc voilà, on a cette métaphore familiale-là. Il y a le père qui représente l'Amérique, la mère qui représente la Russie, et potentiellement des conflits d'intérêts, des conflits de confiance à donner pour Sidney. Le mot confiance que vous venez d'employer est vraiment très important, parce que quand on regarde Alias, on se dit que les showrunners ont vraiment travaillé une intrigue assez complexe, et on se pose la question, mais vraiment, à qui faire confiance? Et dans ce cas-là, on est sur une figure aussi de Sidney Bristow qui fait penser à une autre figure qui arrive plus tard, celle de Carrie Mathison dans Homeland, où effectivement aussi on a cette idée, surtout dans les premières saisons, d'Homeland, où on ne sait pas si Brody est un agent de terroriste islamiste ou qui a été retourné, ou si c'est toujours un Américain. Voilà. Donc cette question de la confiance, quelque part, dans Alias, elle est centrale, et c'est une des premières vraies séries à mettre ça au cœur de l'intrigue. Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que la comparaison avec Homeland est ici particulièrement justifiée. Et c'est vrai que faire confiance, clairement, c'est un risque. C'est vraiment oui, un risque à prendre. Et on se retrouve avec, dans les détails du scénario au fur et à mesure des saisons, avec des alliances qui doivent être faites avec des personnes qui n'installent
n'inspire peut-être pas confiance dès le début et on voit un nombre d'alliances de circonstances, des alliances temporaires qui sont faites dans Alias et parfois on fait ces alliances au-delà du fait de faire confiance à quelqu'un parce que bien tout simplement la fin justifie les moyens dans Alias pour la protection de la nation. Et quand bien même ces moyens sont parfois moralement très, très discutables, ces alliances, elles sont présentées comme un mal nécessaire pour la sauvegarde des intérêts donc, familiaux et, si on file la métaphore depuis le début, les intérêts de la nation. En fait, c'est très très compliqué de faire confiance puisqu'évidemment aucun personnage n'est unidimensionnel et aucun n'est au-dessus de tout soupçon. S'il y a bien un personnage à qui Sidney veut et a envie de faire confiance, c'est le personnage qui va être son conjoint dans la suite des saisons, après qu'elle ait perdu son premier fiancé qui a été assassiné. Donc son conjoint, c'est Michael Vaughn, qui est son collègue, puisqu'il travaille à la CIA. Et même lui, dans le déroulé d'une des saisons, il va finir par révéler un passé un peu trouble. Alors, sans trop révéler de détails pour ceux qui n'auraient pas vu la série, il se trouve que ses intentions sont nobles, mais il n'empêche que ce passé lui fait faire des arrangements avec la loi et avec ses missions en tant qu'agent de la CIA qui peuvent surprendre quand on voit un peu le personnage de Michael Vaughn au départ, sur les 3 premières saisons, qui est quand même un peu comme son surnom dans la série, son surnom pour les opérations, un Boy Scout, qui est vraiment un peu un scout à qui on peut toujours faire confiance. Et toutes ces trahisons et ces secrets enfouis, puis révélés à l'intérieur de chacun des personnages principaux, en fait, ce sont les ressorts dramatiques et les cliffhangers dont la série fait un usage régulier. Et il faut dire aussi que ça participe au plaisir que l'on a à suivre la série, puisque plus un personnage est retors, plus il est intéressant. C'est vrai donc pour la mère de Sidney, qu'on a déjà évoqué. C'est vrai pour le patron initial, Arvin Sloane, le patron un peu père de substitution, qui là aussi, en termes de machination et de machiavélisme, est quand même difficilement dépassable. Et donc, ce sont ces personnages-là qui sont parmi les favoris des fans de la série, comme j'ai pu le dire. On peut, donc, si on veut y faire un parallèle ici un peu historique, on peut peut-être dire qu'on se retrouve face à la situation des États-Unis après la chute du mur, qui passe d'un monde bipolaire où les amis et les ennemis sont clairement identifiés à un monde multipolaire beaucoup plus complexe où les allégeances ne sont plus si claires. Et justement aussi, le personnage de l'héroïne Marine, cette héroïne, cette Sidney, elle est vraiment multifacette. Et j'ai en tête la chronique récente dans l'émission Une heure en série de Xavier Le Herpeur sur France Inter, la chronique de Benoît Lagarde, qui va bientôt intervenir d'ailleurs sur notre émission. Benoît présentait Sidney Bristow en comptant le nombre de personnages différents de coiffure ou comme ça qu'elle interprétait rien que pendant le générique. Et d'où, vous l'avez dit, l'idée de changer de personnalité, d'alias quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire véritablement sur elle ? Alors, ce qui est intéressant donc, avec ce personnage de Sidney, qui en effet revêt de multiples identités, de multiples déguisements presque, de costumes, elle pourrait incarner la duplicité, mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi je pense que justement ce qui est intéressant, c'est que Sidney ne joue un rôle que pendant ses missions. Elle ne va vers la duplicité et vers la dissimulation que l'intérêt de la mission est en jeu, parce que sinon le personnage de Sidney Bristow, il reste quand même un point d'ancrage certain. Je veux dire, ses intentions sont toujours claires ou en tout cas la plupart du temps, elle reste pour moi le personnage qui est un point d'ancrage pour la série, qui
refuse les compromissions, qui refuse les manipulations, qui a beaucoup de mal à dissimuler la vérité à ses proches. Hein. Pour elle, cette dissimulation, c'est vraiment une souffrance. C'est pas du tout une stratégie jouissive, comme c'est le cas pour de nombreux personnages, hein, que ce soit sa mère, son père ou son patron. Donc, elle n'utilise cette extravagance-là et cette duplicité que pour le bien de ses missions. Et on voit tout ça, c'est ce que je disais au début, hein, ça fait partie du plaisir de regarder Alias, hein, ce moment où elle se grime, où elle part en mission, tout ça sous fond de musique bien rythmée, avec des explosions, avec des exploits physiques et technologiques. Et pour autant, quand la mission est terminée, on retrouve Sydney dans le bureau, à la CIA, employé modèle, avec tous les attributs qui vont avec. C'est une patriote, elle est intègre, elle a le sens du sacrifice, elle est efficace. On peut compter sur elle en toutes circonstances pour mener le travail à bien, à tel point qu'on peut trouver dans certaines analyses de la série l'idée que c'est une série à la gloire, hein, du modèle corporate, hein, du modèle de l'entreprise à l'américaine. Au final, on peut reprocher peu de choses à Sydney, hein, au fil des séries, hein, si ce n'est sa tendance à vouloir faire confiance aux gens, notamment la tentation de vouloir faire confiance à sa mère, mais quelque part, voilà, ça peut paraître très naturel et ça peut paraître difficile de reprocher ça à quelqu'un. Sydney Bristow, c'est aussi l'un des premiers personnages féminins qui est véritablement une héroïne de série d'action, hein, puisqu'on va le voir, c'est une femme dans un monde d'hommes véritablement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que d'autres héroïnes d'espionnage, notamment Carrie Mathison, bien sûr, dans Homeland, vont apparaître après, mais vous l'avez dit en introduction, et c'est juste à propos, le grand héros d'espionnage qui se bat contre les méchants à la même époque, c'est Jack Bauer dans 24, donc avec un rôle hyper musclé, hyper actif. Et là, Alias sort au même moment, une femme occupe ce rôle et ça fonctionne très bien. Oui, ça fonctionne très bien. Elle est vraiment cette incarnation-là, hein, de la femme qui s'immisce dans un monde masculin. Et par contre, hein, c'est vrai qu'elle en adopte les codes, c'est-à-dire qu'elle se masculinise quelque part pour entrer dans cet univers masculin. On a même, à un moment donné, dans la 5e saison, d'Alias, l'actrice, donc Jennifer Garner, est enceinte à ce moment-là et on inclut la grossesse dans le scénario et elle continue, elle part en mission enceinte et elle reprend le travail opérationnel quelques mois après la naissance de sa fille. En plus, en tant que mère célibataire, entre guillemets, qui là encore, hein, sans trop en révéler sur la série, à ce moment-là, le père de sa fille, donc Michael Vaughn, n'est pas disponible pour des raisons de scénario. Donc, il faut dire que cette vie personnelle, maternelle, elle n'est pas explorée finalement avant la fin de la saison 4 avec la grossesse de Sydney et sa maternité, dans le sens où, en fait, elle emmène sa famille et ses amis au travail. Donc, au final, il n'y a pas absolument aucun problème de conciliation de vie privée et de vie professionnelle, puisque de toute façon, et donc le côté féminin de Sydney, au final, il n'apparaît que dans ces personnages dont on a déjà qu'on a déjà évoqués, ces personnages sexy qui sont quand même très très sexualisés. Hein. Elle attire beaucoup de ses proies de méchants par des postures très engageantes, on va dire. On la voit souvent en sous-vêtements, en maillot de bain. Il y a d'ailleurs un des épisodes qui a laissé qui a été beaucoup vu et repris, hein, parce qu'il y a un épisode qui est passé juste après le Super Bowl. Alors, je ne sais plus si c'était saison 1 ou saison 2, peut-être saison 3, enfin bon, ça n'a pas trop d'importance, où en effet on la voit en déshabillé noir dans un avion voilà, on a cette image-là d'Alias aussi quand on a vu la série. Mais lorsqu'elle rentre de mission, Sydney, elle est donc la Sydney de la vraie vie, entre guillemets, hein, elle est habillée de façon très très conventionnelle. Hein. Alors, c'est assez intéressant de savoir que pour décrire son style vestimentaire, on utiliserait le mot conservative en anglais. On la voit donc en tailleur pantalon ou en tenue de sport. Donc vraiment, on ne peut pas dire que dans la vie de tous les jours, dans la vie courante, le fait que Sydney soit une femme soit en tout cas mise en avant que ça.
On l'a déjà dit, elle manie les arts martiaux, et en fait, il y a finalement peu de différences identifiables entre Sidney et ses collègues masculins. D'ailleurs, quand elle est en mission, elle part en mission avec eux complètement sur un pied d'égalité. Hein, c'est le cas quand elle part en mission à la fois pour le SD6 avec son collègue de l'époque, puis ensuite avec son partenaire de la CIA et ensuite partenaire amoureux, Michael Vaughn. Donc en fait, le monde d'Alias, il est pas si loin que le monde de Star Trek, qui est un monde qui est à la fois très hétéronormé, mais où les femmes ont finalement les mêmes accès et les mêmes opportunités que les hommes. Elles sont traitées sur un pied d'égalité, en gommant tout de même les attributs soi-disant classiques de la féminité, en dehors des moments de mission, donc comme on l'a dit. Donc c'est presque un monde post-féministe où le statut de femme de Sidney n'entre pas ou peu en compte. Elle a accès aux mêmes choses au final, il n'y a pas tant de problèmes à ce que Sidney soit une femme que ça dans la série. Et au final, les obligations de Sidney, les choses qui la contraignent, ce sont beaucoup plus ses obligations par rapport à la nation, à son pays. Hein. Ces obligations sont celles d'une patriote, bien plus que celles d'une femme en fait. Et ça, c'est rappelé à plusieurs reprises au moment dans la série, notamment aux différents moments où Sidney, qui en a assez de cette vie d'espionnage, veut reprendre une vie normale loin de la CIA. Et c'est un choix qu'en fait, elle ne peut jamais se permettre de faire dans la série. Non pas parce qu'elle est une femme, mais parce que en tant que patriote, il faut qu'elle reste là et qu'elle continue de jouer son rôle et qu'elle joue son rôle pour garantir le bien. Alors après, il y a quand même des moments isolés, certes, mais des moments où le statut de femme de Sidney est important. Et dans ces moments-là, clairement, il est signalé que Sidney est libre de ses choix en tant que femme. Et il y a, dans la saison 3, un moment assez important de la série où on peut voir qu'il y a comme une espèce d'allégorie de la question de l'avortement et du choix qui doit être possible pour les femmes. Alors, dans la saison 3, il faut replacer un petit peu le contexte. Sidney, en fait, est aux prises avec des espèces de fanatiques, disciples d'un génie italien du XVe siècle qui s'appelle Milo Rambaldi, qui est une espèce de mélange entre De Vinci et Nostradamus. Et les disciples de ce Rambaldi donc, sont convaincus que Sidney est l'incarnation d'une prophétie de Rambaldi. Et Rambaldi, dans cette prophétie, il prédit son retour par l'intermédiaire d'une femme dont le visage dessiné sur un parchemin est similaire à celui de Sidney. Donc les fanatiques, étant convaincus que Sidney est cette femme-là, l'enlèvent, la sédate et lui prélèvent ses ovocytes, évidemment contre sa volonté. Et lorsque ceci est mis à jour par la CIA, eh bien, on voit que la CIA mobilise une force de frappe exceptionnelle pour aider Sidney à mettre un terme au processus de fertilisation de ses ovocytes qui est en cours dans un espèce de laboratoire clandestin. Et à ce moment-là, on voit Sidney qui est armé d'un lance-flamme et qui détruit le laboratoire comme ça, qui fait exploser les fioles et toutes les installations. Et là, on peut voir une représentation du gouvernement fédéral à travers la CIA qui vient aider Sidney, donc une femme, à garantir ses droits reproductifs, qui est mise à mal par des fanatiques religieux. En termes de messages pro-choix, hein, avec la façon dont le débat sur l'avortement s'exprime aux États-Unis, on peut quand même difficilement faire plus clair que ça, hein, le fait que l'État doit protéger les droits des femmes. Et tant que je suis sur ce sujet-là, sur cette histoire de tournure un peu mystique que prend le scénario avec l'arrivée de cette figure de Milo Rambaldi dans Alias, on peut en dire quelques mots de ce choix de scénario-là en faisant intervenir ce côté un peu donc mystique. On peut dire qu'en plus du ressort familial, ça permet de continuer à ne pas aborder frontalement les enjeux politiques de la lutte contre le terrorisme de l'époque. Donc, comme les méchants, en fait, comme on disait tout à l'heure, sont des espèces de fanatiques religieux, etc., on n'est pas obligé de prendre en compte
le contexte géopolitique et on n'a pas franchement besoin de se confronter au débat, par exemple, autour de la légitimité de la célèbre loi sécuritaire ou antiterroriste du moment qui s'appelle le Patriot Act, qui a été donc révoqué depuis. Donc là encore, c'est quelque chose qui est intégré au scénario. De temps en temps, quand on arrête un méchant ou un terroriste, on le convainc de parler parce que sinon on peut utiliser le Patriot permettre de mettre cette personne en prison à vie sans procès, ce qui était le cas à l'époque. Mais au-delà de ça, on reste dans un monde où les controverses liées à la lutte antiterroriste, au final, n'envahissent pas tellement que ça le scénario. J'aimerais, Marine, maintenant qu'on évoque la place de la CIA dans la société américaine, la CIA, Central Intelligence Agency, donc cette agence d'espionnage qui a été au cœur véritablement de la guerre froide. On l'a vu dans beaucoup de films d'espionnage, peut-être déjà un peu moins sur les séries, mais on voit bien qu'à partir de Alias, et bien sûr, on pense à Homeland, mais aussi à d'autres séries derrière, la CIA va être au cœur de nombreuses séries d'espionnage par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du coup de comment cette agence se positionne dans la société américaine, Marine? Alors, ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans la série, l'image de la CIA, alors n'est pas que positive. Il y a bien des défauts, il y a bien quelques conflits, mais l'idée, c'est quand même de donner à la CIA un rôle largement positif, de faire de la CIA une force pour le bien. Et d'ailleurs, la CIA, elle a mis de nombreux consultants à disposition de J.J. Abrams pour faire la série. Et ce qui est là aussi particulièrement intéressant, c'est de voir que la CIA a même utilisé Jennifer Garner en 2003 pour un clip de recrutement. Donc, il est trouvable sur Internet très facilement. On voit Jennifer Garner qui, en tant que personnage qui incarne un agent de la CIA, encourage les esprits brillants du pays à venir travailler pour la CIA. Alors, la CIA et Hollywood et la production de cinéma, cinématographique ou de séries, les liens ne sont pas nouveaux. La CIA elle a un bureau de relations publiques qui travaille très souvent en collaboration avec des films ou des séries. Alors peut-être que là où Alias apporte quelque chose de nouveau ou peut-être de différent, c'est la mise en avant de la relation de la CIA avec le monde universitaire. Donc, pour rappel, Sydney au départ, elle est toujours d'ailleurs étudiante sur un campus d'université californien, et elle est recrutée donc à l'époque par le SD6, mais qu'elle croit être la CIA, sur le campus de son université, se voit offrir un emploi d'agent après une période d'entraînement. Et en fait, ce genre de recrutement de jeunes étudiants talentueux, c'est une réalité. La CIA ne s'en cache pas du tout. Elle participe à des salons pour l'emploi sur les campus. Elle recrute non seulement des étudiants américains en tant que futurs agents, mais elle profite aussi de l'attractivité des universités américaines pour recruter des étudiants étrangers et les convaincre de travailler pour la CIA avant qu'ils repartent dans leur pays. Il y a même des professeurs d'université qui peuvent servir de relais de recrutement, notamment dans les départements d'histoire ou de sciences politiques. On a même des exemples célèbres de Sydney Bristow dans la vraie vie. Il y a deux jeunes femmes qui ont travaillé pour la CIA de façon opérationnelle. Qui depuis d'ailleurs ont quitté les services de la CIA et ont écrit des livres. Donc on a l'exemple de Amaryllis Fox, qui a été recrutée à 22 ans par la CIA et qui, elle, a été aussi évoquée dans une série d'émissions sur les espions qui a été diffusée sur France Inter tout l'été dernier. Il y a aussi Tracy Walder qui est devenue ensuite professeure d'histoire, mais après avoir passé plusieurs années à la CIA, puis au FBI, après avoir été recrutées à l'Université de Californie du Sud. Et elles ont donc, ce que je disais, toutes les deux écrit des livres qui retracent cette histoire.
Il y a cette image quand même, Marine, quand on y pense aujourd'hui, de la CIA qui est très positive et qui est très laudative d'ailleurs, qui a pu faire jaser énormément puisque on a bien l'impression en tout cas que les showrunners ont voulu montrer que du positif sur cette agence, une agence qui pourtant dans beaucoup d'autres séries est présentée comme très complexe, tout en nuances de gris, j'allais dire, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs, par contre, dans Alias. Non, c'est pas forcément le cas. Alors, de temps en temps, la série prend acte du fait que le capital confiance de la CIA peut potentiellement ne pas être total. On a même, au final, si on réfléchit, une justification des opérations secrètes ou des sections non officielles de la CIA qui échappent au contrôle du Congrès, à la fois en termes de financement du Congrès américain, et à la fois en termes d'obligation de rendre des comptes. Alors, on voit bien le côté négatif au départ, avec l'existence de ce SD6, excusez-moi, qui est une cellule terroriste vraiment maléfique. Et en fait, au fur et à mesure plus tard dans la série, la CIA crée une section non officielle, une espèce de task force à laquelle Sidney et ses collègues sont invités à participer, et on se retrouve en fait en face à quasiment la même organisation que le SD6, mais gérée par la CIA. Donc, cet effet de miroir-là, avec l'incarnation du mal d'un côté et exactement le même type de fonctionnement, mais cette fois-ci pour le bien, tout simplement parce qu'on peut faire confiance à la CIA d'utiliser ces ressources-là, même hors de contrôle du Congrès, pour les bonnes raisons, elle est assez évidente dans la série. Alors, clairement, on peut rester dubitatif face à cette affirmation, ou en tout cas face à ce propos. Et il y a là encore d'autres moments où la justification du travail de la CIA, parfois dans des choses les plus discutables, est mise en œuvre aussi dans la série. On a à un moment donné un directeur de la CIA qui s'emporte contre Sidney lorsqu'elle l'accuse d'avoir autorisé un meurtre fait par un agent de la CIA, et celui-ci, à un moment donné, s'offusque et il nie que la CIA soit dans le business de l'élimination d'individus. Donc là encore, on peut être dubitatif devant une telle déclaration. Et là encore, un autre exemple de sujet potentiellement à controverse qui est un peu évacué par Alias, c'est le moment où le système d'écoute de communication qui est nommé Echelon, il est évoqué, il existe, ça a été prouvé que ça existe. Alors après nombre révélations et tentative de la CIA de ne pas révéler cette existence-là, mais on le sait que ça existe, ce système, depuis maintenant de nombreuses années. Et il est évoqué, et devant les doutes de l'ami de Sidney, Will, alors qui est journaliste en plus, donc vraiment on a cette notion-là de contre-pouvoir, comment on fait pour contrôler ce que fait la CIA. Lorsque Will dit, quand même, c'est pas très rassurant de savoir qu'on est écouté, bien le personnage de Sidney s'empresse de dire, oh mais là il n'y a aucun souci à se faire, la CIA n'utilise ça vraiment que pour arrêter les terroristes, et il n'y a pas de problème d'éthique, alors qu'on sait dorénavant que ce système il a été utilisé notamment dans des cas d'espionnage industriel, donc on est quand même loin de questions de sécurité de la nation. Marine Boyer, on arrive à la conclusion de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être pour terminer cette émission? Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur Alias, mais peut-être qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir sur cette série qui est quand même une série à la fois représentative, mais surtout emblématique du début des années 2000. Oui, je pense qu'on peut dire que Alias, elle offre une vision quand même réconfortante des services secrets américains, et dans la période post-11 septembre, je pense que nombreux étaient les Américains qui avaient besoin d'être réconfortés. Je pense qu'ils pouvaient se sentir rassurés
Au sens où voilà, ça pouvait leur suggérer qu'il y avait des Sidney Bristow dans la vraie vie qui veillaient sur eux et qui œuvraient pour le bien mondial. Et que, bon, certes, il y a quelques pommes pourries, pour reprendre une expression anglaise, des pommes pourries dans le panier, mais que en général, les forces du bien sont là pour protéger le monde. Elles gagnent à la fin, et au final, les problèmes viennent majoritairement dans cette série d'une poignée d'individus mal intentionnés qui finissent par être neutralisés, et qu'il n'y a en fait pas grand-chose, voire rien, qui vient remettre en question la légitimité de la CIA. Et sa légitimité aussi à intervenir sur le sol étranger, puisque on ne l'a pas évoqué, mais on voit défiler toutes sortes de pays et de différents endroits pour les missions de Sidney et de ses collègues. Alors, on peut peut-être regretter un message qui manque un petit peu de complexité géopolitique, un peu d'autocritique. Bon, il reste qu'Alias, c'est une série très bien ficelée qui mélange, en tout cas à mon avis, action, tension dramatique avec brio. Et alors, elle était jusqu'à récemment, il me semble, disponible sur Amazon Prime. Elle ne l'est plus, mais elle est toujours disponible sur Disney+, si quelqu'un est tenté. Voilà. Merci beaucoup Marine Boyer pour la présentation de la série Alias, donc série, on l'a dit, du début des années 2000 qui représente bien son époque, qui représente aussi bien l'idée que les Américains avaient très envie et besoin en tout cas de se sentir protégés par leurs services de sécurité qui avaient failli avec ce fameux 11 septembre 2001. Vous avez fourni, Marine, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com. Je vous renvoie à ce site pour aller consulter sur la page d'accueil toutes les émissions que l'on a fait, et vous avez classé par mois toutes les émissions avec à chaque fois une présentation de l'intervenant et l'intervenante, un résumé de l'émission et une bibliographie indicative ainsi que les liens pour aller écouter le podcast. Les liens pour écouter le podcast, vous les retrouvez aussi sur notre partenaire nonfiction.fr où chaque émission est résumée et vous pouvez aller l'écouter sur ensuite YouTube, Spotify et les grandes plateformes. Suivez notre actualité, vous saurez comme ça quelles seront les prochaines émissions sur Twitter et sur Facebook avec le groupe histoireensérie.com. Merci beaucoup Marine vraiment pour cette émission, et puis j'espère qu'on va continuer avec vous de découvrir la culture américaine à travers les séries. À bientôt Marine. À bientôt, merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @HistoireEnSérie pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strange animals. Unless I missed again, you want to